Merci beaucoup. Bien, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, d'abord vous dire évidemment tout le plaisir que j'ai à introduire ce séminaire, même si mes obligations ne me permettront pas d'être toute la journée avec vous, malheureusement. Il y a actuellement, et vous le savez, une crise agricole qui touche notre pays, qui mobilise beaucoup nos services. Je voudrais en tout premier lieu, si vous le permettez, vous dire que je suis fier de représenter le préfet Christophe Mirmand pour cette introduction, le préfet de zone qui est évidemment toujours très intéressé par tous les sujets qui concernent la sécurité, mais qui malheureusement est retenu par ailleurs et n'a pu se libérer ce matin. Très rapidement, même si j'ai sans doute affaire à un grand nombre de spécialistes dans la salle et j'en connais quelques-uns, vous dire que la zone de défense et de sécurité sud regroupe 21 départements, ceux de la région PACA, ceux de la région Occitanie, donc Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, et également les deux départements insulaires de Corse. Le préfet de zone a une compétence en matière de défense et de sécurité nationale, et en particulier en matière de sécurité civile, mais pas que. Il a également une compétence qui est exercée à travers les mises que je dirige et le COS en matière de sécurité économique, en matière de circulation routière ou en matière de sécurité intérieure, sachant que nous n'avons aucune compétence en matière d'ordre public et donc ça s'exerce principalement sur les dispositifs de lutte antiterroriste, comme par exemple le dispositif Sentinelle. Le préfet de zone a pour mission de mettre à disposition des préfets de département l'ensemble des moyens publics et privés qui sont présents dans la zone, mais également tous les moyens supra-zonaux, nationaux, voire internationaux, qui pourraient nous être mis à disposition en cas de sinistre ou catastrophe. Et pour ce qui me concerne, j'ai donc la charge de diriger l'état-major de zone et d'animer principalement trois réseaux. Le réseau des services d'incendie et de secours, donc c'est une particularité en zone sud, on a 21 départements, mais 22 services d'incendie et de secours, puisque nous avons également la présence du bataillon des marins-pompiers de Marseille, bien évidemment, parmi ces services. J'anime également le niveau des préfectures, principalement les services interministériels de défense et de protection civile, les directions de sécurité et plus largement les directeurs de cabinet pour les questions les plus sensibles. Et enfin, le réseau des délégués de zones de défense et de sécurité. Il faut savoir que dès lors qu'au niveau national, nous avons un haut fonctionnaire de défense et de sécurité, dans un ministère, eh bien, ces compétences sont déléguées au sein de la zone à un délégué zonal. Et ce réseau que nous animons, ça reprend l'ARS, la police, la gendarmerie, la justice, l'éducation nationale, l'équipement, etc., etc. Très rapidement, puisque j'ai 10 minutes, vous dire que le constat qui est fait aujourd'hui, c'est que la France est un territoire qui est particulièrement exposé à de nombreux risques, et la zone sud en particulier, puisqu'en dehors du risque volcanique, tous les risques sont présents en zone sud. Les risques naturels, évidemment, et en zone sud, nous sommes malheureusement concernés régulièrement et quasiment tous les ans par le risque feu de forêt et le risque inondation. Mais nous avons également un impact fort aujourd'hui du dérèglement climatique qui fait que nous avons une conséquence importante sur la fréquence et l'intensité des événements, avec quelquefois des crises qui sont de plus en plus polymorphes et qui ne se limitent pas à un seul champ de compétences, qui serait celui de la sécurité civile ou celui de la circulation routière, mais avec des caractères multiples de ces crises. Les deuxièmes risques principaux en zone sud sont les risques technologiques. Je pense que vous aurez l'occasion d'en aborder quelques-uns. Je rappelle que 500 000 sites sont soumis à la réglementation relative aux installations classées sur le territoire national, en fonction de leur activité, de la nature, de la quantité de produits qui sont mis en œuvre. Donc 500 000, vous imaginez, rapporté à chacun des départements français, ça fait un nombre très important. Et même 1291 précisément d'entre eux présentent des risques d'accidents majeurs et sont soumis à la directive Seveso, dont 686, donc sur 100 départements, qui sont soumis au seuil haut. Nous avons également évidemment la présence du risque nucléaire, avec là aussi un risque dont la fréquence est beaucoup plus rare, heureusement, mais les conséquences seraient beaucoup plus graves, et donc la population a également un rôle important à jouer, et on le sait notamment pour ce qui concerne le rôle du citoyen dans la distribution des comprimés d'iode, par exemple, qui est un sujet qui nous occupe actuellement. Et puis nous avons également une exposition des citoyens à de nombreuses menaces, à de nombreux risques émergents, qu'il s'agisse d'aléas qui engagent la sécurité publique, les attentats, les prises d'otages, ou qu'il s'agisse par exemple des pandémies, on en a connu une énorme il y a maintenant quelques années, et les cyberattaques.
Et donc, pour faire face à l'ensemble de ces risques, il y a une stratégie qui a été mise en œuvre par le gouvernement, qui a été validée en avril 2022 par la Première ministre, qui est celle qui est la stratégie nationale de la résilience. Cette stratégie qui vise en fait à mieux préparer la France au sens large, mais surtout ses entreprises et ses citoyens, et j'insiste sur et ses citoyens, pour tenir dans la durée collectivement et en profondeur face aux crises. Cette approche qui est un peu globale aujourd'hui met en exergue la dimension essentielle du comportement individuel et donc du comportement du citoyen et identifie la résilience de la population comme un axe de progression majeur. C'est la raison pour laquelle le législateur a d'ores et déjà mis en place un socle normatif relativement étoffé pour pouvoir atteindre les objectifs qu'il s'était fixés. Le premier, c'est que le citoyen doit être acteur de sa propre sécurité. C'est ainsi que l'article L 721.1 du Code de la sécurité intérieure prévoit que toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. Et en fonction des situations auxquelles elle est exposée, et dans la mesure de ses possibilités, elle doit veiller à minima à prévenir les services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires. Prévenir les services de secours, je pense que tout citoyen sait le faire. Prendre les premières mesures nécessaires, il y a peut-être encore un peu de progrès à faire et d'éducation à délivrer. Le deuxième dispositif, c'est le dispositif de la Journée nationale de la résilience. C'est le thème de vos travaux aujourd'hui. Là aussi, c'est l'article L 731-1-1 du Code de la sécurité intérieure qui instaure une Journée nationale de la résilience en vue d'assurer la préparation de la population face aux risques naturels ou technologiques. J'y reviendrai dans ma conclusion, notamment en faisant un focus sur la Journée nationale de la résilience 2023, particulièrement dans le département des Bouches-du-Rhône. Le troisième axe d'effort qui a été prévu dans ce socle normatif, c'est l'acculturation des publics scolaires. Et là aussi, dans le Code de l'éducation, l'article L 312-13-1 prévoit que tout élève bénéficie, dans le cadre de la scolarité obligatoire, donc plutôt au collège, d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours, ainsi que d'un apprentissage des gestes de premier secours. Le dispositif qui avait été instauré par la loi de modernisation de la sécurité civile en 2004. Et aujourd'hui, je ne suis pas certain, en tout cas je suis même certain du contraire, que tous nos collégiens ne sont pas encore formés aux gestes de premier secours. Vous le voyez, il y a également, alors il y a d'autres dispositions, comme par exemple la préparation des entreprises pour faire face aux risques naturels dans les Outre-mer. Voilà, j'ai d'autres exemples évidemment en tête. Vous le voyez, ce qui importe pour le législateur, c'est évidemment d'inciter le citoyen tout d'abord à mieux prévoir le danger, ensuite à mieux connaître le risque auquel il est confronté, ensuite à mieux être informé et alerté en cas de crise, et enfin à mieux protéger et secourir. Plusieurs outils ont été mis à la disposition de la population, d'ores et déjà, depuis plusieurs années, alors ils ont été créés ou modernisés, puisque certains existaient auparavant, bien évidemment. En tout premier lieu, les moyens d'alerte. Je pense notamment au dispositif FR Alert, qui a été créé en juin 2022. Aujourd'hui, plus de 200 exercices ont été organisés sur le territoire national pour FR Alert, dont notamment un exercice tsunami qui avait été organisé sur les 9 départements du littoral méditerranéen en janvier 2024 par l'Émile Sud. Mais nous avons surtout eu déjà 49 déclenchements réels de FR Alert depuis sa mise en œuvre en 2022, c'est-à-dire en 2 ans, ce qui montre l'intérêt que présente cet outil. Le deuxième outil d'alerte, vous le connaissez, c'est le système d'alerte et d'information des populations, les fameuses sirènes de protection civile héritées de la Seconde Guerre mondiale, qui aujourd'hui ont vu leur parc élargi et nous avons actuellement plus de 2200 sirènes qui sont réparties sur l'ensemble du territoire national pour pouvoir également participer à ces modalités d'alerte des populations. Donc premier axe, premier outil, les moyens d'alerte. Le deuxième outil, ce sont les plans qui sont mis à disposition des citoyens. Notamment des plans de mise en sûreté. Ces plans visent à faciliter la préparation aux crises de la population. Ils aident les citoyens à identifier les risques autour de chez eux. Ils les aident à s'organiser et à organiser leur autonomie durant une période critique. Et enfin, ils les aident à se protéger eux-mêmes, mais également leurs proches et leurs concitoyens en situation d'urgence.
Troisième outil, la journée nationale de la résilience, peut-être pas tout à fait, de la résilience, qui a été elle aussi instaurée en 2022, qui a lieu le 13 octobre. Ce n'est pas une date qui a été choisie au hasard, puisque c'est également la journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes de l'Organisation des Nations Unies. L'objectif de cette journée, c'est de rendre tous les citoyens résilients face aux risques. Et donc, c'est de créer un écosystème qui est dédié à la sensibilisation face aux risques et montrer à la population l'ensemble des actions qui y concourent. Je vous avais dit que je ferais un petit focus sur la journée nationale de résilience 2023 dans les Bouches-du-Rhône. Il faut savoir que pour cette seule année 2023, 19 projets pour 62 actions, dont 28 en octobre, ont été organisés. Ce qui montre déjà un premier point, c'est que toutes les actions n'ont pas lieu le 13 octobre. La résilience, ça n'est pas que le 13 octobre, c'est tous les jours, toute l'année. Et donc, il est important de vous faire savoir que l'État accompagne les projets d'action dans le cadre de la résilience tout au long de l'année, même s'il y a une date symbolique qui est celle du 13 octobre, qui permet de mettre en exergue un certain nombre de ces actions. Nous avons identifié dans ces journées une nette prédominance des thématiques de risques naturels. Un peu plus de la moitié, 53% des projets concernaient les risques naturels. Un seul était dédié exclusivement aux risques technologiques. Donc, je ne sais pas si c'est un appel que je dois lancer, mais c'est vrai que c'est un risque qui est également fortement présent et qu'il y a lieu peut-être de s'y mettre, même si 42% des projets concernaient les deux risques, naturels et technologiques, et donc étaient beaucoup plus généraux, intégrant l'ensemble des risques auxquels les citoyens sont confrontés. Le territoire des Bouches-du-Rhône, mais plus généralement de la zone sud, est évidemment fortement investi dans ce dispositif. Et s'agissant des Bouches-du-Rhône, on a une implication des acteurs majeurs qui est très très forte. Je citerai la préfecture des Bouches-du-Rhône, bien évidemment, que je représente aujourd'hui, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, la ville de Marseille, la DDTM, la FPCNT, le bataillon des marins-pompiers, le SDIS 13 et bien d'autres, bien évidemment. Je d'ailleurs souligne qu'en 2023, le lauréat de la Journée nationale de la résilience a été une action organisée dans les Bouches-du-Rhône concernant les agents de l'État exemplaires face aux risques majeurs, qui a été portée par la préfecture, la DTTM et l'Association française de prévention des catastrophes naturelles et technologiques. Pardon, Ghislaine, mais voilà, j'y suis arrivé quand même. L'AFP, CNT, mais vous aurez sa directrice qui vous parlera tout à l'heure. En conclusion, je voudrais vous dire qu'il s'agisse de la résilience des services de l'État, la résilience des collectivités territoriales, certains sont présents ici, la résilience des entreprises ou la résilience des citoyens, nous avons en fait tous un rôle à jouer pour être mieux informés, mieux préparés, mieux entraînés et mieux aguerris face aux risques majeurs. Je ne doute donc pas que les 4 tables rondes qui vous seront proposées aujourd'hui, ainsi que les divers partages et retours d'expérience et les discussions en off, comme on dit, que vous aurez durant les moments de convivialité, viendront enrichir votre culture de gestion de crise et permettront de constituer ou de renforcer le réseau des acteurs de gestion de crise. Je vous souhaite donc de bons travaux et vous remercie pour votre attention.